compagnie. Merci Catherine, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était... finalement, j'ai jamais réussi à avoir une discussion avec Pierre sur mes poèmes, justement. Ah oui, il a dit aux autres, il en parlait aux autres, et j'essayais... Bon, je vais me poser une question au départ, qui est une question, parce que je vais vous parler de Pierre Pachet en marche, hein, c'est-à-dire il fait des voyages. Et... Non. Est-ce que Pierre Pachet était un voyageur mélancolique? C'est très à la mode, les voyageurs mélancoliques. Et on pourrait le croire, parce qu'il évoque souvent la mélancolie. Et quand il est en Pologne en 81, par exemple, il confie à Jurek, qui est son collègue de Wrocław, que dès que je franchis le cercle de craie de mon existence habituelle, pour être exact, je suis saisi de mélancolie, dit-il. Mais il ajoute de respect, de stupeur. C'est un mélange de beaucoup de sentiments différents. Ou bien on pourrait même évoquer, quand il est en Roumanie, à Iași, une autre expression qui est très importante, sur laquelle je reviendrai un peu à la fin, c'est qu'il ressent un malaise, comment dire, historique. C'est comme ça qu'il dit. Il rencontre des Roumains qui n'ont guère envie d'évoquer le passé de façon détaillée. Je me sens, écrit-il, assigné au présent de façon trop exclusive, trop aveugle. Donc là, il y a un rapport entre le passé, le présent et le voyage. On pourrait citer beaucoup de phrases de ce type. Par exemple, il y en a une autre que j'aime beaucoup à propos de la Pologne, quand il dit « Je suis venu en Pologne, comme bien d'autres, pour me rapprocher de la guerre ». Il écrit ça en 80. C'est en 80, oui. Et pourtant, je ne crois pas qu'on puisse réduire ces voyages à des quêtes mélancoliques. Je vais me référer ici à 4 de ces livres, qui sont 4 livres qui ont cette caractéristique d'être des récits de voyage, dans la forme, des enquêtes autour de voyages. Un livre en Pologne qu'on a déjà cité, qui paraît en 81, et qui était d'ailleurs le livre par lequel je l'ai connu, qui s'appelle « Voyageurs en Occident », donc dans la Pologne de Solidarność, avant le coup d'État de Jaruzelski. Un livre dans la Roumanie des années 90, à Iași, une conversation à Iași, qui paraît en 96. Avant, j'ai oublié de citer un autre livre qui est un voyage en Union soviétique, à la rencontre de dissidents, enfin de femmes de dissidents, j'y reviendrai. Et puis, il y a son dernier livre, dans la Chine capitalisto-communiste. En fait, Pierre a plutôt tendance à se moquer de ses inclinaisons mélancoliques. Un jour, arrivant à la gare de Rotterdam, dans un autre texte, il nous confesse que la vue de blondes et gaies néerlandaises et de couples de jeunes gens qui rient et s'embrassent le rappelle à l'ordre. Tout condamne mon inertie et ma mélancolie, note-t-il. Donc la vie est là. Bon, je n'ai pas voyagé avec Pierre, mais je conserve quelques souvenirs, notamment un beau souvenir d'une promenade avec lui dans les rues de Cracovie, lorsqu'il était venu au colloque sur Gombrowicz. Je crois que c'était en 2003, je ne sais plus, 2003 ou 2004. Je vivais en Pologne à cette époque-là. Et nous avons marché ensemble dans la ville, et il n'arrêtait pas de m'interroger sur la vie des gens, sur les gens. Je dois ajouter aussi sur les femmes en particulier. Et sur comment étaient les femmes polonaises, comment ça vivait, comment on vivait. Sur les lieux. Il aimait bien qu'on nous parle des lieux. Sur la nourriture. Il aimait, dit-il, dans un compte-rendu qu'il a fait de ce voyage, dans la quinzaine, je crois, les petits cafés bourrés d'étudiants calmes. Et moi-même, j'étais fasciné par la manière dont il était capable de détecter l'atmosphère d'un lieu, dans l'atmosphère d'un lieu, une part de sa vérité. C'est-à-dire, il cherchait à savoir, mais sans insister. J'ai aussi le souvenir d'une conversation avant son voyage en Roumanie. Il voulait des contacts là-bas, il m'avait contacté, on s'était croisés déjà pas mal de fois au Panorama de France Culture, et il voulait que je lui apporte je connaissais des Roumains, et nous avons parlé, et en fait on en est venu à parler de Malaparte et de Kaput. C'est d'ailleurs ensuite il a poursuivi son enquête, comme vous savez, et dans ce livre,
sur ce qu'il appelle l'un des plus hauts chapitres de Caput, et où il a mis en évidence l'expérience de menteur au service de la vérité qui était celle de Malaparte. Donc là, vous voyez, là, il était parti pour aller quelque part, il veut des contacts, mais en même temps, la littérature le rattrape immédiatement. Il y a aussi ce lien permanent entre le lieu, entre cette façon de voyager et la littérature. Parce qu'en fait, à mon avis, tout commence chez Pierre Pachet par un lieu matériel, un lieu habité, chargé de passé, de signification. Il entre dans un appartement polonais, attiré par les objets ordinaires que l'on garde, que l'on a peine à jeter. Il les voit briller, je cite, éclairés de l'intérieur par la mémoire de leur hôte. Et il dit « Toute maison est un musée ». C'est intéressant quand vous rentrez chez quelqu'un avec ce regard. Toute maison est un musée. Il prend connaissance du lieu par sa présence au monde. À son collègue polonais absorbé par la révolution de Solidarność, j'ai été cité ce passage, mais j'y reviens quand même, qui lui demande pourquoi il ne se questionne pas plus et qui s'inquiète, son collègue s'inquiète sur l'ennui de Pierre. Vous devez vous ennuyer. Il a cette réponse qui, à mon avis, est tout à fait typique. Vous savez, ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'être ici, d'être là. À l'autre qui ne comprend pas, il explique son goût, au milieu de circonstances dignes d'intérêt, on est en Solidarność, de respirer comme à l'accoutumée ou d'attendre en rêvassant. Pour Pierre Pachet, voyager, c'est être là. C'est une manière singulière de vivre, d'interroger, de découvrir ce qui l'entoure. Et là, on l'a beaucoup cité, mais c'est bien sûr une manière très baudelairienne. Et dans son introduction au premier venu, il donne d'ailleurs une liste de textes qui renvoient à tout cela. Et je citerai simplement un, puisque d'autres, ça a beaucoup été cité jusqu'à présent, mais c'est le texte sur les foules, le texte de Baudelaire, les foules. Baudelaire dit « Jouir de la foule est un art ». Et Baudelaire dit qu'il faisait ribote de vitalité. Alors, le terme ribote, j'avoue que j'ai regardé dans mon dictionnaire, et c'est manger avec excès, ça renvoie aux beuveries, à la débauche. Donc Pachet devait aimer ce mot. C'est-à-dire le fait, là, cette relation solitaire, c'est cette vitalité qu'il pouvait avoir dans cette relation solitaire avec la foule. Ainsi, dès les premiers contacts avec la foule de Moscou, il touche à l'essentiel. Et là, on a un exercice pratique. Je note, je cite, c'est lui, il parle. Il a l'impression que cette foule retient quelque chose. On ne sait pas si c'est de l'humanité ou de la cruauté. Chacun se retient, se refrène, à un degré inconnu dans les autres foules que j'ai vues. Il semble obéir à une loi, du genre de celle-ci, si tu ne me cherches pas, je n'irai pas te chercher. On est dans la foule de Brejnev, de l'Union soviétique de Brejnev, on est en 81. Et pour avoir vu l'Union soviétique de l'époque, ceux qui l'ont vu savent très bien que c'était comme ça. 35 ans plus tard, on croise le même regard dans un des chapitres qui n'a pas encore été cité, mais qui est pour moi l'un des plus beaux et des plus bouleversants de l'âme brisée, qui est ce chapitre qui s'appelle « Sur le boulevard », où il parle de lui à la troisième personne. Un Français dans Pékin. Et on apprend à l'occasion, en incidente, mais évidemment aujourd'hui ça devient très fort, qu'il est malade et qu'il a du mal à marcher, qu'il a du mal à monter les marches, etc. Et il observe. Bon, il dit, il n'est pas venu, il parle de lui, il n'est pas venu ici se concentrer ni écrire. Il est bien trop inquiet pour cela. Plutôt pour ouvrir davantage sa perception, sa curiosité. Et il se pose lui-même la question que beaucoup de gens lui ont posée après, je pense, son voyage. Était-ce une bonne idée d'aller là-bas, vu ton état? Et il répond par un simple « Il, c'est-à-dire lui, avait envie d'être perdu, d'être désorienté ici et pas ailleurs. » Donc je crois que c'est cette approche sensuelle de la réalité pour éveiller les... peut aussi... elle est très forte chez Pierre quand il voyage. Et ce qui est d'un état particulier, le voyage. Il est loin de chez lui, même si il a toujours ce chez lui en lui.
Mais ça peut réveiller aussi des instincts hostiles. J'en cite un, parce qu'il a aussi une dimension un peu humoristique. Ainsi, sa première nuit en Roumanie, il est réveillé par les foules de chiens errants qui peuplaient encore Bucarest au début des années 90. C'était impressionnant, d'ailleurs, sous ces chiens la nuit. Ils aboient, se répondent, se battent. Alors Paché grogne, et il écrit « J'aimerais, imaginez la chose, j'aimerais, muni d'une carabine que je saurais manier, éventuellement avec une lunette, viser le chien fauteur de vacarme et l'abattre, ou le blesser, ou l'intimider pour le réduire au silence. » Bon, il finit par régler la situation en se demandant, avec une réflexion philosophique, en se demandant ce que serait une espèce humaine dans laquelle on ne pourrait se parler qu'en criant, en s'aboyant dessus. Bon, les titres des chapitres suivants du livre vont dans le même sens, c'est-à-dire montrent cette sensibilité très singulière qu'on voit aussi dans son voyage en Pologne, mais qu'on voit par exemple sur les titres des chapitres du livre sur la Roumanie, c'est ciment, béton, bitume, chauffage individuel ou public, cimetière. Donc, si vous voulez, il a cet rapport assez spécial à la réalité, sur lequel je pourrais multiplier les citations. Bon, je ne peux pas le faire parce qu'on n'a pas de temps. On pourrait décortiquer sa manière d'être là et d'être soi, c'est-à-dire de s'éprouver dans l'imagination par le voyage. Mais je voudrais vous dire quand même que parfois, il n'a pas envie d'écrire. C'est très émouvant de lire son voyage, sa visite de Auschwitz dans Voyage en Pologne, où il dit justement qu'il ne veut rien dire. Ou alors, il a des fois des petites formules littéraires qui en disent beaucoup sans rien dire. Là, c'est dans un autre texte, il est en Israël, il visite les nouveaux quartiers juifs de Jérusalem, dont c'est la colonisation, et il dit la chose suivante. Ici se mène un conflit dont l'enjeu est d'occuper le sol, de créer des faits accomplis. Mais les immeubles, si beaux et si confortables soient-ils, adhèrent-ils au sol, à la terre? Bon, je me limiterai donc à ces exemples pour passer à la deuxième question que je voudrais traiter, c'est la motivation de ces voyages. Parce qu'évidemment, on peut dire qu'il a été invité par des universitaires un peu partout, donc il pouvait voyager. Mais s'il est allé en Chine, à Wrocław, à Iași ou à Moscou, c'était pas simplement parce qu'il était invité par des universitaires, c'est parce que, en fait, un voyage part toujours d'une question, ou d'un ensemble de questions, par des interrogations nettement énoncées, plutôt, non pas par des interrogations nettement énoncées, mais plutôt par un questionnement qui, dit-il, remue obscurément en lui et qu'il essaie d'amener à plus de clarté. Donc c'est un questionnement, mais qui reste le plus souvent ouvert, sans réponse. Et avant de raconter son dernier voyage en Chine, il nous confie avoir toujours suivi dans ses projets deux intérêts. Donc celui pour l'intime et celui pour le politique. Bon, ils sont évidemment toujours mêlés, mais quand même. Et je vais m'arrêter, parce que c'est aussi le thème de ce panel, sur le second, qui, à mon avis, donne le fil de tous ces récits. Le politique, ça prend plusieurs formes. Alors on en a parlé déjà pas mal, mais je veux citer quand même pour ces livres, d'abord le politique simple, immédiat. La dénonciation de l'injustice et de la répression. Il ne faut pas oublier qu'il est allé en URSS en 81 avec la mission, c'est le terme qu'il emploie, d'apporter le soutien d'un comité d'intellectuels à des dissidents. En Chine, en 2012, ça a été dit, il rencontre également des artistes et des écrivains réprimés ou dissidents, ou les deux. Il dénonce les multiples mécanismes de répression. En plus, et ça c'est un des aspects qui prolonge cet aspect simple du politique, ces rencontres le mettent en relation avec une sorte de pureté politique. J'emploie ce terme à dessein parce que je prends deux exemples. Devant les femmes russes, les femmes de ces deux prisonniers politiques qui sont, eux, en prison,
et qu'il rencontre, avec Soisig, d'ailleurs ils sont tous les deux, il se disait, il a cette réflexion, ce qu'elles font, ce que font les hommes qu'elles défendent, c'est bien plus que je pourrais jamais oser. À côté d'elles, les écoutant, je suis pris d'admiration et de peur, effrayé du dénuement de leur existence, où l'essentiel souffle sans arrêt. Une existence où l'essentiel souffle sans arrêt. Et il a la même sensation devant un des plus courageux dissidents chinois. Il veut savoir comment il a pu tenir tant d'années en prison. Pas seulement par curiosité, dit-il. Mais il dit ça, c'est un vieil homme qui écrit. Il est à la fin de sa vie, on ne le sait pas encore, mais il est malade. Et il dit, mais comme pour m'orienter moi-même dans la vie. Donc, il veut ce contact avec cet homme qui a fait cette prison. Il veut mesurer comment la colère permet de tenir en prison. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le militantisme de l'écrivain. Mais bien sûr, il y a toute une autre dimension du politique, la dimension historique, surtout quand le pouvoir gomme le passé. Et il y a des moments magnifiques. Par exemple, je pense dans L'âme brisée, il reste un moment avec un peintre chinois qui lui montre des photos disparues qu'on a enlevées de son album de famille. Ou bien en Roumanie, à propos du passé juif, il note l'effacement de la responsabilité des troupes d'Antonescu et de la populace dans le génocide et les pogroms de 1941. Et il s'attarde sur ce point aveugle de la mémoire roumaine. Mais ça, c'est bon. On peut dire que c'est une façon un peu de regard sur cette histoire. Mais pour lui, ça a un lien direct avec sa propre mémoire, avec sa propre histoire. Et de la même façon qu'il a un jeu aussi avec le texte de Malaparte, l'écrivain reporter Malaparte, vis-à-vis duquel il a un regard critique. Donc tout ça, il y a à la fois la présence de la littérature, la présence de son histoire, de son lien familial, et en même temps le malaise de cette mémoire roumaine qui brouille, tout ça qui brouille les consciences roumaines. Et à partir de là, il s'interroge aussi sur la nature de ce qui a vraiment changé en 89 en Roumanie, et ça le laisse vraiment indécis. Parce qu'en fait, la grande question, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, la grande question qui l'anime est beaucoup plus grave. On a beaucoup parlé du totalitarisme. Je dirais plutôt que, notamment à la fin dans ses derniers livres, il va plutôt vers une réflexion globale sur la démocratie, le pouvoir démocratique. Il pense le totalitarisme en relation avec la démocratie. Et l'un et l'autre. C'est un peu bon, ça vient de chez Lefort, mais il reste que cette interrogation sur la démocratie prend le dessus, à mon avis, à la fin. Il prend la peine, dans sa lettre à Claude Lefort, au début et auquel il dédicace son livre, de lui rappeler leurs échanges passés à chaque retour de voyage. Par exemple, quand il y avait des questions nouvelles, par exemple, il y a cette préoccupation qui était un peu évoquée déjà, mais qui me paraît très importante de rappeler, parce qu'il a dès 80 dans son texte sur la Pologne, c'est la place de la religion, justement, par rapport aux politiques. De la façon, dit-il, dont la religion faisait échapper le temps historique à la mainmise de l'emprise marxiste sur le temps à venir. C'est une formule assez complexe, mais qui montre bien comment le lien entre espoir, religion et la crise de la démocratie. Et dans sa lettre, il lui dit son tourment politique face à la crise de la démocratie et les forces des régimes en Chine. Il lui rappelle ses interrogations sur l'énigme du pouvoir démocratique. Et je pense que dans le dernier texte, dans ce dernier livre, et notamment dans les derniers chapitres, on sent un réel désarroi politique de Pierre Pachet.
Le régime chinois, dit-il, ne pourrait-il pas être un rival, une alternative séduisante à la démocratie, toujours menacée par des crises et un sens, toujours en crise? Alors Lefort ne peut pas lui répondre puisqu'il est décédé, mais on voit bien dans la façon dont il revient vers Lefort à la fin du texte, comment ce retour, il revient de Chine complètement accablé, très pessimiste, probablement. Et il y a une espèce de peinture de Lefort, personne ne l'a noté, mais moi j'ai été très frappé, voire quelquefois scandalisé, enfin c'est tout à fait secondaire, par la manière dont il décrit Lefort à la fin du livre. Lefort, il le décrit malade, perdant un peu le contrôle de lui-même, comme une sorte de statue qui est en train de partir en miettes. Et c'est un petit peu, à mon avis, la statue du politique qui s'effondre. Et d'ailleurs, il ressasse à la fin de son texte. Il dit « Lorsqu'un régime n'exerce pas un pouvoir politique légitime, lorsqu'il fait payer à son territoire et à ses citoyens le coût de son maintien aux commandes, comment le pays pourrait-il se renouveler ?» C'est une question très perturbante. Ainsi, je pense que ces voyages lui ont fait sentir comment ce pouvoir tenait, ces différents voyages en Chine, comment ce pouvoir tenait son pays dans une illusion de confort, tout en bridant la liberté. Et je crois que c'est quand même un constat qui ressort de ce livre, qui n'est pas un reportage, bien sûr, qui n'est pas un écrivain voyageur, qui est un texte très intéressant, à mon avis, très fondamental sur sa pensée politique, et dont on pourrait résumer, et qu'il a résumé d'une certaine manière, qu'on pourrait résumer par ce constat. Il voulait approcher ce qu'il appelait l'âme de Pékin, partir à la recherche autour de moi et en moi de cette âme. Il dit ça dès le premier chapitre du livre, et il a trouvé une âme bridée.